Les collègues arrivent, donc tout va bien. Le public est là. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui au collège et en dehors du collège, comme qui m'a assisté dans la préparation du colloque. Nous avons choisi un titre général, la création en suspens, et des intitulés pour les 4 séquences de cette journée. En français, la locution « en suspens » paraît avoir la polysémie idéale pour le programme d'un colloque sur le processus de création. La locution signifie tout à la fois ce qui est momentanément interrompu, ce ou celui ou celle qui est dans l'incertitude, dans l'indécision ou dans la perplexité, ou encore celle ou celui qui est tenu en haleine, comme vous, j'espère. Ces valeurs seront certainement mobilisées par nos intervenants. Il sera en effet question dans ce colloque d'inachèvement, c'est-à-dire d'interruption ou de perplexité sur le cours du travail à mener. Il sera question de la tension suscitée dans le public confronté aux œuvres défectives. Il sera question d'opérations, d'achèvement qui ont leur coefficient de surprise, d'attente, d'arbitraire ou de soulagement de l'attente d'achèvement dans les cas heureux. Il sera question des matériaux nombreux qui sont nécessaires au travail et dont le maniement n'obéit qu'exceptionnellement à un cours linéaire d'organisation tranquille, dépourvu d'hésitation. Et il sera question de la valeur de ce qui demeure suspendu et aussi de l'incorporation qui a son histoire du non finito ou du non fini dans les catégories d'appréciation esthétique. Les 4 parties du colloque sont intitulées, vous le voyez, « Équilibre et déséquilibre dans l'inachèvement »,« La création, un processus séquentiel »,« Stratégie de composition et d'achèvement » et « La valeur de l'inachèvement, le non finito en art ». Ces sous-titres peuvent servir à désigner l'organisation d'une activité de création en direction d'un terme plutôt que d'un but, en soulignant les complexités dynamiques du travail et les complexités du comportement des créateurs, des créatrices et de celles et ceux qui peuvent s'affairer autour de leur travail. La situation d'inachèvement peut se loger au cœur du processus ou encore dans sa phase terminale. C'est parce que le travail peut être compris comme un enchaînement de séquences avec chacune leur architecture propre et leur temporalité. Une séquence s'ouvre et se clôt, une autre conserve la mémoire de la précédente, mais en dissipe des éléments qui auraient pu advenir, etc. Et la situation d'inachèvement peut être révisée par-delà le contrôle exercé par l'auteur ou l'autrice, comme on dit aujourd'hui. Il y a tout ce qui peut advenir en aval du résultat laissé par l'artiste, qu'il s'agisse de l'intervention d'autres professionnels qui cherchent à résoudre une énigme ou à relever le défi d'une œuvre laissée incomplète, ou qu'il s'agisse du public qui est invité à interroger et juger des œuvres ou des carrières d'artistes en raisonnant de manière contrefactuelle. Que serait-il advenu si Max Brod avait effectivement obéi à Kafka et brûlé toutes ses archives, si Puccini n'avait pas été emporté par un cancer de la gorge au moment de finir Turandot, ou si Gaudi avait achevé la Sagrada Familia, ou si Van Gogh avait pu surmonter les crises qui le conduisirent au suicide. Vouloir et ne pas vouloir ou ne pas pouvoir achever l'œuvre est une question moderne qui permet de faire valoir le processus de travail en même temps et par-dessus le résultat. Mais la fascination pour l'inachèvement était déjà largement documentée dans la peinture ancienne. Je l'ai évoqué dans mon cours, par exemple par Pline, qui évoque la rivalité de virtuosité entre les peintres Apelle et Protogène, et une sorte d'économie du « less is more », moins c'est plus, savoir ôter la main d'un tableau, comme le fera d'ailleurs bien plus tard le poète anglais Robert Browning, mais qui évoque aussi la fascination pour les œuvres inachevées à l'aide d'arguments qui sont un peu la matrice, chez Pline, de l'intrigue qui sera construite par Balzac dans son roman ou sa nouvelle, Le chef-d'œuvre inconnu. Et voilà bien un des paradoxes des situations de création. Less is more, oui, mais pour aller à l'économie de la beauté par réduction à l'essentiel, il faut avoir pratiqué l'excès. Le tâtonnement créateur aboutit dans la plupart des cas à produire beaucoup, à essayer beaucoup, à ajouter, à retrancher, à combiner, à défaire, à recombiner, à envelopper le cours du travail dans une enveloppe de possibilités qui peuvent être sollicitées ou qui restent dormantes ou infraconscientes. Il y a une économie du déséquilibre dans le travail créateur. Elle se déploie sur fond d'historisation croissante de l'invention créatrice.
Avec l'ère de la patrimonialisation, de la mise en répertoire et de l'accessibilité croissante à tout ce qui a été produit, le défi de l'invention sous condition d'originalité doit se frayer un chemin dans la différenciation illimitée, mais sur le socle de tout ce qui est connu et recombinable à souhait. Une périodisation court bien à travers le traitement du sujet de l'achèvement et de l'inachèvement, mais ce n'est pas une périodisation téléologique. Elle se signale, comme je l'ai dit, dans l'Antiquité. Elle obtient un ancrage fort dans l'art de la Renaissance, qui est le premier moment de consolidation esthétique du non finito comme manifestation de qualité et non pas d'impuissance ou d'échec. Puis le problème sera en quelque sorte retourné quand, comme l'a écrit Gombrich, l'imperfection de la perfection apparaît comme une véritable invention du XIXe siècle. L'un des défis que propose le sujet dont nous traiterons est celui de la grande variété des situations de création. Variété des régimes de création à travers l'histoire, variété des comportements dans l'activité selon les individus dans une même période ou dans un même régime de création, variabilité des comportements de création d'un même individu dans le cours de sa carrière, variété des pratiques créatrices selon les arts, variété des ressources requises par et des contraintes agissant sur le travail. Pour embrasser ces multiples facteurs de variation, il est parfois tentant de recourir à une théorie générale et donc de désindividualiser le travail créateur. Il existe effectivement des théories de portée générale ou assez générales en sociologie, celle des mondes de l'art, celle des champs artistiques, en psychologie, par exemple, tout ce que nous donnent les recherches sur la créativité, en économie, les travaux sur les industries créatives, en philosophie, les travaux et les controverses sur l'intentionnalité de l'activité créatrice, par exemple. Mais les disciplines qui examinent de près la matière créée par les artistes, la musicologie, l'histoire et l'histoire de l'art, l'histoire et la théorie littéraire, objecteront que les théories prennent trop de distance avec les cas, ou pour le dire autrement, que l'étude des cas, des œuvres, des auteurs, ne se laisse pas domestiquer dans des modèles qui prétendraient identifier les facteurs et les variations factorielles pour engendrer l'infinie diversité des situations à travers la simple distribution et la simple interaction de ces facteurs et variations factorielles. Cette tension qui existe entre l'exploration de problèmes à vocation généralisante ou modélisante d'un côté et la précision des analyses de cas et des travaux monographiques de l'autre n'est pas réductible, elle est en fait constitutive. L'une des manières de mettre cette tension au service de la recherche, plutôt qu'au compte de vaines disputes d'exclusivité disciplinaire, c'est de faire porter les différentes approches sur un objet commun, par exemple les actes de travail et leurs cours processuels. J'aimerais citer ici un propos que j'extrais de la philosophie du style de Gilles Gaston Granger, qui fut professeur ici. Il écrit « Le mystère de la création esthétique ne vient-il pas surtout, en fin de compte, de ce que l'œuvre d'art tente à révéler non seulement une universalité sans concept, selon les analyses insurpassées de la critique de la faculté de juger de Kant, mais aussi une individualité conceptualisée. La création esthétique en tant que travail est de ce point de vue l'une des tentatives humaines pour surmonter l'impossibilité d'une saisie théorique de l'individuel. Et nous verrons les créateurs et d'autres qu'eux au travail. Lorsque j'ai composé le programme du colloque, j'avais à l'esprit 4 impératifs. La tension entre l'analyse de problèmes et l'analyse de cas, je viens d'en parler, la variété des horizons et des approches disciplinaires, et vous l'avez compris, les intervenants viennent de disciplines fort différentes. La diversité des domaines de création qui sont explorés, il sera en effet question de littérature, de cinéma, de musique, d'art plastique. Et la variété des périodes étudiées, il sera question des XIVe, XVIe siècles, du XIXe siècle, du XXe siècle et du XXIe siècle. Ce sont autant de lignes directrices qui permettront, je crois, d'ouvrir largement, mais avec méthode, l'exploration des phénomènes de création. Il est temps maintenant de commencer, et pour moi d'abord de remercier chaleureusement tous les intervenants qui ont répondu à mon invitation. J'ai hâte de les entendre comme vous. Je rappelle le principe qui rythme la journée. Les exposés sont de 30 à 35 minutes. Les questions qui suivent chaque présentation prennent 15 ou 10 minutes. Vous faites le réglage pour que tout colle en 45 minutes.
Nous faisons une première pause à 10h45, une pause déjeuner à 12h30. Nous reprenons à 14h. Une autre pause interviendra au milieu de l'après-midi à 15h30 et je conclurai la journée, qui sera longue mais riche, à 18h.